Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour le jeu Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui, et je m'étais planté de page, voilà, aujourd'hui, l'investigateur survivant et les cartes de la classe survivant. Avant-dernière vidéo pour cette boîte. Si j'y arrive... Voilà, un tri bien comme il faut. Allez. Donc l'investigateur, c'est Silas Marsh, le marin. 2 de volonté, 2 d'intelligence, 4 de force, 4 d'agilité. 9 points de vie, 5 points de santé mentale, trait vagabond. Réaction, après avoir révélé un pion KO lors d'un test de compétence que vous effectuez, renvoyez dans votre main une compétence que vous avez attribuée à ce test, limite d'une fois par round. Signe des anciens. 0, vous avez le droit d'attribuer à ce test une compétence de votre pile de défausse. Après la fin de ce test, renvoyez cette compétence dans votre main au lieu de la défausser. Il a accès aux cartes survivants de niveau 0 à 5, aux cartes neutres de niveau 0 à 5, aux cartes compétences innées de niveau 0 à 2. Dans son deck, il doit avoir une copie du harpon du changement, une copie du filet de Silas, une copie du chant des sirènes et une faiblesse de base tirée au hasard. Et à noter qu'il existait déjà en version alternative non officielle qui était sortie avec le livre The Deep Gate. Alors, par quoi on va commencer ? Allez, on va commencer par voir les cartes compétences innées auxquelles il a accès. Il y en a en gardien, en chercheur, en truand, en mystique, en survivant et également neutre. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Allez, peut-être commencer par là. Silas, il est 2-2-4-4, donc on voit que son point fort, ce sont les compétences, on va dire, physiques, la force et l'agilité. Donc quand je vais montrer les compétences qui semblent intéressantes pour lui, c'est dans l'optique d'en faire un gestionnaire d'ennemis. Voilà. Alors si on commence chez les gardiens, audace, compétence de niveau 0, 3 icônes libres, à attribuer uniquement un test de compétence qui a lieu lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion contre un ennemi. Cet ennemi gagne riposte et alerte pour la durée de ce test. Après la fin de ce test, piochez une carte. Eh ben, vous passez votre force ou votre agilité à 7. Par contre, si vous ratez votre attaque ou votre évasion, vous prenez une attaque de votre ennemi, et quoi qu'il arrive, vous piochez une carte. Bon, bah c'est simple et efficace, hein. Détermination. Un icône de volonté, un icône de force. Tant que la somme de votre vie et santé mentale restante est d'au moins 5, détermination gagne un icône de volonté et un icône de force. Tant que la somme de votre vie et santé mentale restante est d'au moins 10, détermination gagne 2 icônes de volonté, 2 icônes de force à la place. Donc, un bonus de plus 3 en force, ou éventuellement un bonus de plus 3 en volonté, en début de campagne, et en début de scénario. Au fil des scénarios, moi, j'ai tendance à remplacer cette carte par autre chose, parce qu'une fois que vous êtes pris, alors il commence comme beaucoup d'investigateurs à 14, mais si vous retrouvez avec, je sais pas moi, 5 traumas, eh ben, la carte n'a jamais plus de 2 icônes, et même si vous avez que 2 traumas, après vous êtes pris quelques dégâts et horreurs pendant un scénario, la carte perd de son intérêt. Curiosité, c'est l'équivalent de détermination mais chez les chercheurs, et là, 2e icône si vous avez 4 cartes en main, 3e icône si vous avez au moins 7 cartes en main. Les icônes volonté, pour résister au deck de rencontre, et intelligence. Donc là, c'est plutôt la curiosité qui va être intéressante. Alors c'est vrai que j'ai jamais mis cette carte-là dans mes decks, mais j'y pensais en préparant la vidéo. Silas Marsh, comme on le verra plus tard, il joue beaucoup avec les compétences. Il est incité à garder en main de bonnes compétences, et du coup, 8 cartes en main, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup quand je le jouais, j'avais souvent 8 cartes en main à la fin de la phase d'entretien. Toujours chez les chercheurs, esprit curieux. 3 icônes libres, attribuez un test de compétence uniquement s'il y a un indice dans votre lieu. Si vous jouez en duo, Silas, il protège l'enquêteur. Et s'il protège l'enquêteur dans un lieu, c'est que le lieu a un indice, ou alors a eu un indice il y a peu. Toujours est-il, en général, Silas va
Silas va aller dans des lieux soit pour les explorer, savoir si l'enquêteur doit y aller, soit il va être dans un lieu pour intervenir au cas où un ennemi pourrait causer des dégâts à l'enquêteur. En multi, c'est moins fréquent. On peut par exemple envoyer Silas en renfort d'un autre combattant, et dans ce cas-là, l'envoyer à un endroit où il n'y a pas d'indice, ce qui rendrait la compétence inutilisable. Chez les truands, dextérité de niveau 2, 3 icônes d'agilité, un max attribué par test de compétence, en cas de réussite, piochez une carte, 2 cartes à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Eh bien, un peu le même raisonnement que pour Audace, vous avez 4 de base, vous mettez plus 3, vous avez de bonnes chances de réussir. Si vous réussissez, vous piochez une carte, si vous réussissez de 2 ou plus, vous piochez 2 cartes, et parmi les cartes piochées, a priori, il y a les compétences dont vous aurez besoin au prochain test. Opportuniste, alors là je vous montre la version de niveau 2. Un icône libre, c'est pas grand chose, attribué uniquement lors d'un test de compétences que vous effectuez, mais la partie intéressante, en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, renvoyez opportuniste dans votre main après ce test au lieu de le défausser. Du coup, si Silas marche, on peut le jouer dans cette mécanique que j'appelle parfois méga test, que j'appelle parfois réussite avec 2 ou plus. Vous faites un test, vous attribuez une copie d'opportuniste, 2 si vous en avez 2 en main. Ça augmente vos chances de réussir. Si vous réussissez de 2 ou plus, vous récupérez là ou les copies d'opportuniste attribuées, ce qui augmente vos chances de réussir au test suivant, etc., etc. Tant qu'à faire, présence d'esprit, un icône libre. Si ce test de compétence est réussi avec une différence de 2 ou plus, Si ce test de compétence est réussi avec une différence de 2 ou plus, après sa résolution, vous avez le droit d'effectuer immédiatement une action comme si c'était votre tour. Cette action ne compte pas dans le nombre d'actions que vous pouvez effectuer à ce tour. Par contre, si vous jouez les tabous, vous ne pouvez avoir l'effet de la carte qu'une fois par round. Mais cette carte-là combinée à opportuniste, vous faites un test, mettons un test d'attaque, vous avez une arme qui vous donne plus 1, donc vous êtes à 4, le plus 1 de l'arme ça fait 5, présence d'esprit 6, 2 copies d'opportuniste 8, si vous réussissez de 2 ou plus, vous récupérez les 2 copies d'opportuniste, vous avez une action en plus. Prest en français, un icône d'agilité. Après la résolution de ce test, pour chaque point de réussite, vous avez le droit de vous déplacer immédiatement vers un lieu connexe, jusqu'à un maximum de 3 fois. Alors ça, donc, icône d'agilité a priori pour un test d'évasion. Donc imaginons, vous êtes engagé avec un ennemi, vous essayez une évasion, il vous faudra probablement d'autres cartes pour vous garantir de réussir largement, mais comme on vient de le voir, il a accès à opportuniste. Et si vous réussissez largement, vous pouvez vous déplacer. Si vous étiez engagé avec plusieurs ennemis, vous vous déplacez avec les autres ennemis engagés avec vous, sans vous prendre d'attaque d'opportunité. Sinon, le déplacement vous permet de vous repositionner. Par exemple, de vous amener dans le lieu où un enquêteur a besoin d'assistance, ou alors de vous amener dans un lieu où il y a un autre combat à mener. Ou éventuellement, vous choisissez de vous déplacer dans un lieu, ça vous fait engager l'ennemi, et l'enquêteur peut maintenant traverser le lieu sans se faire engager. Voilà. En mystique, défiance, niveau 0 ou niveau 2, là j'ai montré le niveau 2. Un icône libre, c'est pas grand chose, mais ignorez les effets de tous les symboles, crâne, cultiste, tablette et choses anciennes lors de ce test, modificateur compris. Donc si un de ces symboles qui a un effet secondaire assez costaud, ou alors si leurs modificateurs sont très élevés, le crâne c'est souvent moins X ou X est égal à tel truc. Et en expert, ou même en difficile, sur le côté verso de la carte de référence du scénario, le crâne, l'effet du crâne peut amener à un modificateur très important. Là, vous savez que pour tous ces symboles, qui représentent à la louche un tiers des jetons du sac, vous n'avez ni modificateur ni effet. Tous ces jetons-là, vous les considérez comme des zéros.
Donc c'est très puissant. Vous devez, je sais pas, prenons un exemple. Vous devez faire une attaque contre un ennemi massif qui est engagé avec 4 investigateurs. Si vous piochez chose ancienne, c'est -5. Si vous piochez ce jeton pendant une attaque, l'ennemi attaque. Un ennemi massif, quand il attaque tous les investigateurs dans le lieu. C'est trop risqué, vous attribuez défiance. Et voilà, vous ne prenez pas ce risque. Et petite remarque, tant que j'y pense, l'effet de Silas, que je développerai après avoir révélé un pion KO, renvoyez dans votre main une compétence que vous avez attribuée à ce test, là, typiquement sur défiance, vous attribuez défiance, vous piochez un jeton, mettons 5-2, vous avez fait votre test à 10 contre 6, vous piochez un -2, vous n'avez pas besoin du +1 de défiance, vous le ramenez dans votre main. Test suivant, vous le réattribuez, vous êtes, mettons ce coup-ci à 8 contre 6, vous piochez chose ancienne, vous dites grâce à défiance, je l'annule. Donc, pas d'effet, pas de modificateur, ça fait que ma compétence finale, ma compétence une fois modifiée est de 8, la difficulté était de 6, j'ai réussi. Voilà. Alors, encore une fois, il y en a d'autres, des compétences innées. J'ai parlé des plus intéressantes. Éventuellement, il y a aussi force brute par exemple. Vous faites une attaque basique, ça vous donne 3 icônes de force, donc vous faites votre attaque avec une force de 7. En cas de réussite, avec une différence de 2+, vous infligez 3 dégâts dans une attaque basique. Toujours est-il, quand on parle de compétences qui ont le trait inné, on pense à véritable survivant, un événement de niveau 3 qui coûte 3, trait esprit, renvoyez 3 cartes compétences innées de votre défausse dans votre main. Donc par exemple, vous jouez avec opportuniste, vous n'arrivez pas à réussir de 2 ou plus, vous êtes obligé de défausser vos 2 copies d'opportuniste, avec véritable survivant, vous les reprenez en main. Vous avez attribué présence d'esprit, vous avez gagné une action, vous récupérez dans votre défausse. Vous avez réussi un test avec Prest, la carte a été défaussée, vous la reprenez en main et vous pourrez de nouveau faire un grand déplacement avec cette carte-là. Et bien évidemment, en compétence innée, on a dégourdi, un icône d'intelligence, un icône de force, un icône d'agilité. Si ce test de compétence est réussi, choisissez dans votre pile de défausse une carte survivant qui ne s'intitule pas dégourdi, ajoutez la carte choisie à votre main. Donc, vous jouez véritable survivant, vous prenez 3 compétences innées dans votre défausse, vous les mettez dans votre main. Test suivant, vous attribuez dégourdi. Si le test est réussi, vous prenez véritable survivant dans votre main, et vous le jouez, et vous alternez, pour reprendre en main toutes les compétences innées dont vous avez besoin. Autre carte non compétence intéressante, catastrophe. Événement de niveau 3 qui coûte 2. Rapide, à jouer quand vous révélez un pion KO qui devrait réduire votre valeur de compétence à 0 lors d'un test de compétence. Cela inclut le pion échec automatique. Annulez ce pion KO et traitez-le comme s'il s'agissait d'un pion signe des anciens. Moi, tel que j'ai joué Silas marche, je le booste beaucoup. Alors, un pion KO qui me ramène à une compétence de 0, a priori, c'est l'échec automatique. Parce que, en standard, avec Silas marche, je trouve on monte facilement à 8 de compétences avant la pioche du jeton. Ça veut dire que même le -4, ça nous descend pas à 0. Et quand on joue en expert, on se prépare à la pioche du -8, donc on va essayer de monter à une valeur de compétence de 10, voire 12. Et pareil, il n'y a que l'échec automatique qui ramène à 0. Mais, déjà, annuler le pion KO, ça veut dire qu'on n'est pas ramené à 0. Si on s'était mis au-dessus de la difficulté, on va réussir le test. Et en plus, traiter le pion comme s'il s'agissait d'un signe des anciens. Pour Silas, 1-0, mais on s'en fout, encore une fois, on fait le test de sort-tête au-dessus de la difficulté, donc on réussit. Et en plus, dans un premier temps, on attribue au test une compétence de la pile des fosses, donc une compétence qui avait
déjà été attribuée probablement. On la réattribue au test maintenant qu'on sait que le test est a priori réussi. Bon, il y a des tests, même avec un modificateur de 0, vous les ratez. Mais a priori, on joue aux catastrophes parce que ça nous fait réussir le test. On prend une compétence de sa défausse, on l'attribue. Par exemple, un présence d'esprit. Vous faites votre test, vous êtes à 4 au-dessus de la difficulté, vous piochez l'échec automatique, vous jouez aux catastrophes, vous dites on considère que j'ai pioché un signe des anciens, donc je réussis de 4. Enfin, je suis parti pour réussir de 4, je prends dans ma défausse présence d'esprit, je l'attribue, du coup je réussis de 5, et comme j'ai réussi de plus de 2, j'ai mon action supplémentaire. Et enfin, après la fin de ce test, renvoyez cette compétence dans votre main au lieu de la défausser. On reste sur présence d'esprit, vous le renvoyez dans votre main, avec l'action que vous venez de gagner, vous le réattribuez et, si vous jouez pas les tabous, potentiellement vous regagnez une action. Voilà. Donc si on analyse l'effet de Silas March, on a tout intérêt à le jouer avec un grand nombre de cartes compétences. Sa réaction, elle fait que on peut se permettre d'attribuer un peu plus de cartes compétences que nécessaire. Enfin, disons, avec un autre investigateur, on va se demander, tiens, est-ce que c'est bien sage d'attribuer une carte compétence maintenant? Par exemple, on va se dire, je fais une attaque, est-ce que j'ai vraiment raison de me mettre à 3 au-dessus de la difficulté? Est-ce que me mettre à 2, ça serait pas suffisant? Et on sait pas. Et éventuellement, on se met à 3, on pioche un -1, on se dit qu'il y a une carte compétence qu'on n'aurait pas dû attribuer. Ou à l'inverse, on se met à 4 au-dessus de la difficulté, on pioche l'échec automatique et on regrette d'avoir attribué une carte compétence. Et ben Silas, il peut, une fois par round, dire « j'aurais pas dû attribuer cette carte de compétence vu le pion que j'ai pioché, je la reprends dans ma main ». Alors bien évidemment, si vous la reprenez dans la main, au moment où vous révélez le pion KO, enfin juste après avoir révélé le pion KO, la carte compétence n'a plus d'effet. Mais si vous avez attribué une copie d'opportuniste et que vous piochez un échec automatique, tant qu'à faire, vous reprenez en main opportuniste pour pouvoir le réattribuer à un test suivant. Et à l'inverse, si vous n'êtes pas sûr que vous réussirez un test de 2, vous allez garder présence d'esprit en main, vous piochez le pion KO, je dis des bêtises... Pardon, oui, non, je dis des bêtises. Voilà. Si vous avez attribué présence d'esprit, vous voulez réussir d'au moins 2 pour avoir l'action gratuite, donc vous mettez, mettons, une copie de maîtrise, vous faites le test, vous vous rendez compte que vous réussissez 2-4, vous dites, ça serait mieux que je garde maîtrise pour plus tard, vous reprenez maîtrise en main, vous gagnez toujours de 2, et ça active quand même l'effet de présence d'esprit. Voilà. Alors, c'est carte signature. Le harpon du changement, un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait objet arme corps à corps. Action combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque. Si vous avez attribué au moins une compétence à ce test, cette attaque inflige plus 1 dégât. Quand ce test se termine, vous avez le droit de renvoyer dans votre main le harpon du changement pour renvoyer dans votre main toutes vos compétences attribuées au lieu de les défausser. Donc une arme qui occupe une main, qui coûte 3, qui a plus 1 en force. Ça rappelle la machette. Alors la machette, il faut que l'ennemi qu'on attaque soit le seul engagé avec nous. Pour le harpon du changement, ce qu'il faut pour le plus 1 dégât, c'est attribuer au moins une carte compétence. Encore une fois, Silas, il joue plein de compétences. Vous jouez Silas, vous attribuez des compétences à chaque test, donc c'est pas un problème. Moi dans la pratique, chaque fois que j'ai joué Silas, quand j'attaquais avec le harpon du changement, si je voulais faire 2 dégâts, si je voulais faire une attaque à 2 dégâts, j'avais toujours une compétence attribuée. Et la suite, quand ce test se termine, vous avez le droit de renvoyer le harpon du changement dans votre main pour envoyer dans votre main toutes vos compétences attribuées au lieu de les défausser. C'est quand le test se termine, donc après tous les effets du test, y compris les effets de l'attaque. Autrement dit, vous faites une action d'attaque avec votre harpon. Vous attribuez une ou plusieurs compétences.
Si vous ratez votre attaque, les compétences sont défaussées sans avoir d'effet. Eh ben, vous pouvez dire je remonte le harpon et je remonte toutes les compétences que j'avais attribuées, comme ça je peux les attribuer au test suivant. Et les compétences n'ont pas été défaussées sans avoir d'effet. Et si vous réussissez votre attaque, vous pouvez quand même choisir de remonter le harpon dans votre main pour pouvoir réattribuer les cartes compétences, même si elles ont déjà eu leur effet. Encore une fois, présence d'esprit. Si vous jouez pas les tabous, première action de votre tour, vous attaquez avec le harpon du changement, vous attribuez cette carte, vous réussissez de 2 ou plus, vous infligez vos 2 dégâts, vous gagnez un tour, vous remontez le harpon du changement dans votre main, vous récupérez présence d'esprit en main. Pendant votre action gratuite, l'action que vous venez de gagner le droit de faire, vous réattribuez présence d'esprit. Si de nouveau vous réussissez de 2 ou plus, vous gagnez une autre action. Et vous faites immédiatement cette deuxième action gratuite, puis vous faites votre troisième action, puis votre deuxième action, puis votre troisième action, et du coup, avec un seul exemplaire de présence d'esprit, vous avez gagné 2 actions pendant votre tour, et vous avez pu faire par exemple 5 attaques d'affilée. Si tout se passe bien, ça vous a permis de faire 10 dégâts. On peut aussi donner l'exemple de maîtrise. Bon, maîtrise de niveau 0. Il n'a pas accès au niveau 2. Maîtrise de niveau 0, voilà, vous l'attribuez un test. Au test d'attaque, ça vous donne plus 2. Si vous réussissez, vous piochez une carte. En remontant le harpon dans votre main, vous la remontez dans votre main. Vous l'attribuez à votre deuxième attaque. Si cette deuxième attaque est réussie, vous repiochez une carte. Et, encore une fois, ça vous permet de maintenir une main pleine de compétences. Bien évidemment opportuniste. Alors là, ça sera plutôt dans le cas d'un test raté. Vous vouliez réussir le test, vous avez mis diverses cartes, plus vos 2 copies d'opportuniste, vous piochez un échec automatique, ou un modificateur négatif très négatif, par exemple un -8 si vous jouez en expert, hop, vous remontez toutes les compétences en main. Voilà. Alors par contre, ça veut dire quand même, encore une fois, la carte est très puissante. Bon, elle coûte 3, et si on la remonte dans la main, plus tard il faudra la rejouer et donc la repayer. Mais le fait qu'on doit la remonter dans la main, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ça comme seule arme. En même temps, c'est logique, vous jouez Silas comme combattant, vous n'allez pas lui mettre une seule carte arme dans son deck. Donc il faudra lui prévoir un ou 2 autres types d'armes, chacun en 2 exemplaires. Et j'en parlerai plus en détail quand je présenterai un exemple de deck. Sa deuxième carte signature, c'est le filet de Silas. Un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, outil. Action échappée à, vous gagnez +1 en agilité pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite, si vous avez attribué au moins une compétence à ce test, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un autre ennemi engagé avec vous. Quand ce test se termine, vous avez le droit de renvoyer dans votre main le filet de Silas pour renvoyer dans votre main toutes vos compétences au lieu de les défausser. Toutes vos compétences attribuées. Le même principe que le harpon, sauf que là ça permet pas de faire un dégât de plus, mais d'échapper automatiquement à un autre ennemi. Bien évidemment, vous essayez d'échapper à celui pour lequel c'est le plus simple. En cas de réussite, vous échappez également à celui pour lequel c'est difficile. Alors moi, quand j'ai joué Silas, je n'ai à peu près jamais posé cette carte en jeu. Pourquoi ? Parce que en duo, c'est pas très fréquent d'être engagé avec beaucoup d'ennemis, et si vous êtes engagé avec plusieurs ennemis, en duo ça sera plutôt 2, vous tuez le premier, puis vous tuez le deuxième, et puis voilà. Par contre, si vous jouez la civilisation oubliée, peu importe comment sont triés, si vous jouez la civilisation oubliée, là, encore une fois, vous avez des ennemis qui ont des points de vengeance, vous voulez éviter de les tuer. Avoir un soutien qui vous permet en une action d'échapper à 2 ennemis d'un coup, ça peut être très intéressant.
Et plus il y a d'investigateurs sur la table, plus il y a d'ennemis en jeu, plus l'évasion automatique d'un deuxième ennemi est intéressante. Je suis en train de réfléchir, voilà, prenons l'exemple le plus extrême. En 3 actions, sachant que Silas, grâce à sa présence d'esprit, il peut gagner d'autres actions, mais voilà, avec le filet de Silas, en partant du principe que vous avez 3 actions, si vous débrouillez bien, vous pouvez échapper à 6 ennemis dans votre lieu. Que je dise pas de bêtises, voilà, prenons un exemple, vous avez une table à 4 investigateurs. Vous avez une table de 4 investigateurs, il y a, mettons, 6 ennemis dans un lieu. Silas, première action, il en échappe à 1, il attribue une compétence, c'est réussi, donc il échappe automatiquement à un deuxième. Deuxième action, même chose, il échappe au troisième et automatiquement au quatrième. Troisième action, il échappe au cinquième et automatiquement au sixième. Comme il avait attribué Prest et d'autres compétences, il sort du lieu et le gardien dit bon bah voilà, il y a 6 ennemis dans le lieu, ils sont inclinés. Voilà, 6 ennemis inclinés dans le lieu, je balance une dynamite et on s'éloigne et alors ceux qui ont survécu, il faudra qu'ils se redressent, puis s'ils sont chasseurs, qu'ils viennent nous rejoindre, mais en attendant, on a temporisé. Et je pense à Prest, vous pouvez même éventuellement vous attribuez Prest dans un premier lieu, l'effet de Prest vous amène dans un deuxième lieu où vous êtes engagé par les ennemis, et là vous utilisez le filet pour leur échapper. Vous pouvez même utiliser l'effet de Prest pour amener un ennemi supplémentaire dans le lieu et avoir plus de cibles pour le filet. Voilà. Donc potentiellement très bonne carte, mais sur une grosse table, enfin sur une table à 3 ou 4, et plutôt pour des scénarios où on veut échapper aux ennemis. La faiblesse personnelle de Silas. Chant des sirènes, trait malédiction, révélation, mettez en jeu le chant des sirènes dans votre zone de menace. En tant que coût supplémentaire pour attribuer une ou plusieurs cartes à un test de compétence, vous devez payer une ressource pour chaque icône de compétence correspondant à ce test présente sur ces cartes. Pour 2 actions, défausser le chant des sirènes. Silas, il joue beaucoup avec les compétences. Donc on peut s'attendre à ce qu'il ait un deck qui coûte peu de ressources, mais le problème c'est quand votre traîtrise elle sort, eh bien quand votre faiblesse elle sort d'un coup, vos compétences vous coûtent très cher. Vous voulez attribuer maîtrise à une attaque, ça vous coûte 2 ressources. Vous voulez attribuer audace, ça vous coûte 3 ressources. Vous voulez faire du réussite avec 2 ou plus, vous voulez attribuer maîtrise, 2 copies d'opportuniste et présence d'esprit, ça vous coûte 5 ressources. Donc cette carte-là, tant que vous l'avez pas défaussée, ça vous siphonne vos ressources. Alors pour ça, il est vivement conseillé de mettre dans le deck partir perdant, un soutien de niveau 0 qui coûte 0. Réaction, quand vous initiez un test de compétence, inclinez partir perdant, augmentez de 2 la difficulté de ce test, gagnez 2 ressources ou piochez une carte. Alors attention, dans la liste des tabous, ça coûte 3 XP de plus. Donc une fois de temps en temps, vous faites un test, vous augmentez sa difficulté de 2 pour gagner 2 ressources. Et à ce test qui devient difficilement gagnable, voire impossible à gagner, vous attribuez garder courage. Une compétence sans icône, un maximum attribué par test de compétence. Vous avez le droit d'attribuer garder courage à n'importe quel type de test. En cas d'échec, l'investigateur qui effectue le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Donc, en prévision de la faiblesse, en prévision de la faiblesse personnelle de Silas, moi quand je le jouais, ce que je faisais, c'était à chaque round, quand j'avais une action qui n'était pas nécessaire pour combattre ou pour me déplacer, je disais, j'essaie d'enquêter dans mon lieu. Silas, il a 2 d'intelligence de base. J'incline partir perdant, je dis,
j'augmente de 2 la difficulté du test. Donc mettons que mon lieu a une valeur occulte de 3, je dis la difficulté du test passe à 5 et je prends 2 ressources. J'attribue garder courage, je fais mon test, il me faudra un plus 3, ce qui est impossible, donc le test est raté, je pioche 2 cartes, a priori des compétences que je pourrai attribuer plus tard, et je gagne 2 ressources. Donc en une action, j'ai avec quasiment aucun risque que ça marche pas, j'ai pu avoir 2 cartes et 4 ressources. À noter aussi que l'effet de Silas, voilà, réaction après avoir révélé c'est plutôt son signe des anciens, plus 0, vous avez le droit d'attribuer à ce test une compétence de votre pile de défausse. Après la fin de ce test, renvoyez cette compétence dans votre main au lieu de la défausser. Éventuellement, si j'ai de la chance, je fais cette enquête, j'augmente la difficulté de 2, éventuellement, je fais ça, je dis, je fais une enquête, j'augmente la difficulté de 2 pour prendre 2 ressources, dans ma main, j'ai pas de copie de garder courage, bon bah tant pis, j'ai quand même gagné 2 ressources, je pioche le jeton, signe des anciens, ah bah tiens, dans ma défausse, je prends garder courage, je l'attribue, comme prévu le test est raté, parce que vu l'écart entre ma compétence et la difficulté, c'est impossible à réussir. Comme j'ai attribué la carte compétence, j'ai son effet, en l'occurrence 2 cartes et 2 ressources, et à la fin du test, je la renvoie dans la main. Du coup, alors que je retrouve ma page, voilà, comme à la fin du test, je renvoie garder courage en main, au round suivant, je pourrais faire la même manip, et de nouveau, piocher 2 cartes et gagner 4 ressources. Alors, je l'ai dit, il y a une version alternative de cet investigateur dans le livre The Deep Gate. Et dans la version alternative, sa carte signature, c'est Nautical Prowess, donc prouesse nautique, qui a un icône de volonté, un icône d'intelligence, un icône libre. Le mot-clé remplacement, comme je disais dans la vidéo précédemment, si vous jouez Silas, vous pouvez le jouer avec les cartes signature et faiblesse de la boîte d'Innsmouth ou les cartes signature et faiblesse de la version The Deep Gate ou les 5 cartes. Voilà. Si un pion du chaos avec un modificateur négatif est révélé lors de ce test, soit piocher une carte, soit prouesse nautique gagne 2 icônes libres. Voilà, je sais pas trop que dire, vous attribuez ça à un test. Alors, vu les icônes, c'est une carte que vous attribuerez pour les tests pour lesquels vous n'êtes pas doué, test de volonté ou d'intelligence. Vous avez une valeur de base de 2, vous attribuez ça, ça vous fait passer à 4. Si le jeton a un modificateur négatif, comme la carte gagne 2 icônes libres, vous passez à 6. Et ça vous donne de meilleures chances de réussir. Et ensuite, en fonction de si la carte était nécessaire ou pas et suffisante ou pas, soit vous la laissez attribuer au test, soit vous la remontez en main. Tenez par exemple, si vous faites un test de reste pourrissant et que vous avez Peter Sylvestre en jeu, alors Peter Sylvestre de niveau 2, il vous fait passer à 3 de volonté, mais vous dites 3 contre 3 c'est risqué. Vous attribuez prouesse nautique. Si vous piochez un +1, un 0 ou un signe des anciens, vous n'aviez pas besoin de la carte donc vous la remontez en main. Si vous piochez un -1, elle vous donne un bonus de 4. Si vous piochez un jeton négatif, vous avez un bonus de 4, donc au total vous êtes à 7. Et donc ça vous couvre pour tous les jetons sauf le -8 ou l'échec automatique. Et si vous avez un -8 ou un échec automatique, vous dites tant pis, j'ai testé, et vous la remontez en main. Donc une bonne carte pour résister au deck de rencontre. Peut-être éventuellement si vous jouez en solo, ce que je conseille pas trop avec Silas, mais peut-être si vous jouez en solo, vous devez faire une enquête, vous vous attribuez ça,
Vous vous dites le lieu a une valeur occulte de 3, je pars de 2. Pire des cas, Alors attendez, voyons voir. Si vous avez un modificateur négatif, la carte vous donne un +4, donc vous enquêtez à 6. Si vous piochez un -4, ça vous ramène à 2, vous ratez de 1. Si vous piochez l'échec automatique, forcément vous ratez. Mais si vous avez un -3 ou mieux, vous avez réussi votre enquête. Voilà. La carte faiblesse de la version alternative, c'est Dreams of the Deep, donc Rêve des profondeurs, je pense, un nom comme ça. Ou, je sais pas pourquoi j'ai l'impression, Rêve de l'abysse. Bon, c'est un nom qui me dit quelque chose, c'est peut-être ça. 2 icônes libres. Les icônes de compétences de cette carte s'ajoutent à votre valeur de compétence au lieu de s'y ajouter. Si ce test de compétence est raté, renvoyez cette compétence dans votre main. Forcez. Si cette carte est dans votre main à la fin de votre tour, révélez-la et subissez 2 dégâts. Donc pour pas se prendre de dégâts, on veut l'attribuer à des tests. Quand on l'attribue à un test, elle donne -2 à ce test. Si on rate le test, on la renvoie dans la main. Et si on réussit le test, elle est défaussée. C'est embêtant. C'est embêtant parce que, encore une fois, si on dit j'y touche pas, round après round, vous perdez vous prenez 2 dégâts, ça finit par vous tuer. Si on l'attribue à des tests, on peut rater les tests. Probablement, la façon de gérer ça, c'est de vous dire, je l'attribue à un test. Ça me donne un -2. Du coup, je compense en mettant un maximum de compétences. Vous piochez le jeton. Vous regardez quelle quantité de compétences, quelle quantité de bonus était nécessaire, et vous utilisez la capacité de Silas pour remonter dans votre main une compétence que vous n'aviez pas besoin d'attribuer. Voilà. Et enfin, pour finir sur l'investigateur, 40 minutes sur l'investigateur, c'est pas mal. Il y a 2 vidéos. Je présentais un deck Trish Scarborough pour le renouveau de la civilisation oubliée. Là, c'est son binôme. Voilà, Silas marche, le renouveau de la civilisation oubliée, 45 XP. Et donc on voit 15 compétences. Alors si on regarde concrètement carte par carte, comme soutien qui occupe des emplacements de main, il y a ces 2 cartes signature et le couperet. Le couperet, ça va être son arme, on va dire régulière. Couperet, combattre, vous gagnez +1 en force pour cette attaque, +2 en force à la place si votre santé mentale reste tentée de 3 ou moins. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de soigner une horreur. En tant que coût supplémentaire pour initier cette capacité, vous avez le droit de subir une horreur pour que cette attaque inflige +1 dégât. Donc idéalement, première action, on attaque avec le harpon du changement. On attribue une ou plusieurs compétences, ce qui permet de faire 2 dégâts d'un coup. Et sur 1 ou 2 attaques pendant le tour, on utilise le couperet, on inflige une horreur à Silas Marsh. La première, on l'attribue à Peter Sylvestre, la deuxième à Silas Marsh. Normalement, si tout se passe bien, la dernière attaque permet de vaincre l'ennemi, ce qui permet de soigner l'horreur infligée à Silas Marsh. Et l'horreur qu'on attribuait à Peter Sylvestre, elle est soignée automatiquement à la fin du tour. Et en plus de ça, une fois que Silas Marsh a 2 horreurs sur lui, la carte lui donne un bonus de 2 en force. Totem macabre, de niveau 3, vous jouez plein de compétences, alors une fois par round, vous rajoutez une icône de compétence vous rajoutez une occurrence supplémentaire d'une icône de votre compétence. Par exemple, présence d'esprit se trouve avec un 2e icône libre. Et si le test est raté, vous reprenez la compétence en main. Ce qui se cumule à l'effet de Silas. C'est-à-dire par exemple si vous avez attribué vos 2 copies d'opportuniste et que vous piochez un échec automatique, Silas vous permet de récupérer une première copie d'opportuniste et le totem macabre vous permet de récupérer la deuxième. Test suivant, vous pouvez réattribuer les 2. Peter Sylvestre de niveau 2.
le bonus en agilité pour les ennemis auxquels vous voulez échapper, +1 en volonté parce que y a quand même des cartes traîtrises qui risquent de vous faire mal, et encore une fois le soin d'horreur qui vous permet de profiter de couper à son maximum. Partir perdant version tabou, donc à 3 XP chacun. Comme je l'ai expliqué, vous devez générer des ressources en prévision de la pioche de votre faiblesse. En permanent bagarreur, ok, il coûte 4 XP. Ok, le deck sera pas forcément très riche, mais un petit +1 en force ou un petit +1 en agilité, c'est pas de refus. 8 événements chanceux. Si vous ratez de peu un test auquel vous avez attribué beaucoup de compétences, ça peut être intéressant de le réussir pour pas gâcher les cartes compétences. Alors bien évidemment, si vous devriez échouer que vous donnez un +2, ça suffit pas pour déclencher opportuniste et présence d'esprit. Envers et contre tout, vous avez un test de compétences difficiles à faire, donc dont la difficulté est supérieure à votre valeur de compétence de base, typiquement un test de volonté. Encore une fois, dans la civilisation oubliée, il y en a certains qui sont méchants. Vous payez 2. Allez, mettons que vous avez un test à faire avec une difficulté de 3. Voilà, vous avez un test à faire qui a une difficulté de 3, votre compétence de base est 1 en dessous. Donc vous piochez 2 jetons au lieu d'1. Peter Sylvestre vous amène quand même à 3. Vous avez attribué, mettons, 2 copies d'opportuniste et une copie de réelle compréhension ou de se montrer à la hauteur. Vous choisissez le jeton avec le plus petit modificateur. Si tout se passe bien, vous réussissez. Et si ça suffit pas, vous reprenez en main vos compétences. Catastrophe. Déjà, a priori, ça vous fait réussir un test que vous étiez sur le point de rater. Voilà. Et puis, le signe des anciens fait qu'à ce test qui va réussir, vous attribuez des cartes compétences, une carte compétence qui est dans votre défausse et que vous mettez ensuite dans votre main. Donc vous piochez l'échec automatique. Déjà, c'est pas raté, mais c'est réussi. En plus, vous vous rendez compte que grâce au modificateur de 0, c'est réussi de 2. Donc vous prenez dans votre défausse une présence d'esprit. Hop, vous avez gagné une action supplémentaire. Et vous avez dans la main une présence d'esprit. Alors comme je joue avec les tabous, limite d'une fois par round. Persévérance, il est toujours possible que vous attaquez, mettons avec un coup près, vous attaquez avec le coup près un ennemi qui a riposte. Vous vous infligez une horreur, parce que vous pensez que c'est bon. Vous vous ratez, encore une fois, échec automatique ou -5, vu qu'on est dans la civilisation oubliée. Vous êtes infligé une horreur. L'ennemi, l'attaque a raté, donc le coup près ne vous a pas soigné, et en plus l'ennemi riposte, ça peut suffire à vous vaincre, donc hop, vous jouez persévérance, vous annulez 4 dégâts et ou horreur, et voilà. Et ensuite vous retentez votre chance. 2 copies de véritables survivants pour toutes les compétences innées à remonter en main. Et les compétences, c'est celles que j'ai présentées, audace, dégourdi. Alors là j'ai mis force brute. Pour un test, alors déjà si vous avez pas pioché votre arme, ça peut arriver. Ou tout simplement si vous pensez que ça suffit. Silas, il a 4. Il attribue force brute, ça le mène à 7. Il va attribuer probablement 2 copies d'opportunistes. Tant qu'il les a en main, il essaie de les attribuer. Donc il fait une attaque à 9. Et 9 contre la difficulté. S'il réussit de 2 ou plus, il inflige 3 dégâts d'un coup. En une seule action, c'est très bien. Alors à noter,
Par rapport à beaucoup de combattants, pas tous mais beaucoup, Silas Marsh n'a pas la possibilité de jouer coup vicieux. C'est-à-dire qu'il est très bon, mais... Alors, en tout cas, moi avec les armes que je lui attribue, il inflige les dégâts 2 par 2. Force brute, c'est une attaque à main nue, mais qui peut faire 3 dégâts. Maîtrise, plus d'enforce, opportunisme, présence d'esprit, réelle compréhension. Attribue uniquement un test de compétence d'une capacité imprimée sur une carte scénario. En cas de réussite, découvre un indice dans votre lieu. Je me suis dit pourquoi pas. On a attaché un lieu, je crois que ça s'appelle végétation luxuriante. Faut réussir un test de force. Silas, il a 4, il va attribuer 2 copies d'opportuniste, une copie de maîtrise, une copie de réelle compréhension, il fait son test à 9 contre 4. C'est réussi. Il défausse végétation luxuriante qui empêchait d'explorer si ma mémoire est bonne, et en plus de ça, il a pris un indice dans le lieu. C'est le petit coup de pouce qu'il apporte à Trish pour récupérer les indices. Et 2 copies de se montre à la hauteur de niveau 3. Voilà, vous attribuez ça uniquement si la difficulté du test est supérieure à la valeur de compétence de base. De base, c'est important. La carte gagne X icônes libres, X étant la différence entre votre compétence de base et la difficulté de ce test, jusqu'à un maximum de 3 icônes libres. Un peu la même idée qu'envers et contre tout, vous avez à faire un test de volonté. Allez, mettons en prenant un écart plus grand. Vous avez à faire un test de volonté qui a une difficulté de 4, votre valeur de base c'est 2, donc cette carte-là, elle gagne 2 icônes libres. Dans le même temps, vous avez Peter Sylvestre qui vous donne un +1, avec le totem macabre, vous pouvez rajouter un icône, donc 2, +1, +5, vous faites votre test à 8 contre 4. Voilà. Deck encore non joué. Et là, je me rends compte que dans ce deck-là, je n'ai pas mis, faute de place, je pense, je n'ai pas mis de garder courage. Et c'est probablement une erreur peut-être à considérer à la place de réelle compréhension. Allez, on passe aux cartes joueurs du pack et ça va être assez rapide. La première carte, c'est symbole de foi. Un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoires, trait, objet et charme. Réaction. Après la fin d'un test de compétence dans lequel au moins un pion maudit ou échec automatique a été révélé, inclinez le symbole de foi, ajoutez un nombre égal de pions bénis à la réserve du chaos. Alors déjà, la concurrence de cette carte-là pour l'emplacement, il y a Babiole cauchemardesque, patte de lapin, pierre de lune, précieux souvenir et totem macabre. Bon, il y a de la concurrence, mais c'est pas le pire. Cette carte, quand vous piochez l'échec automatique, qui est le pire jeton, ou un jeton maudit, qui risque fort de vous avoir fait rater votre test, vous mettez un jeton béni, qui augmente vos chances de réussir les tests suivants. Si vous piochez 3 jetons maudits pendant le même test, quand je dis vous, non, c'est même pas vous, n'importe quel test, que ça soit vous ou un autre investigateur, dans votre lieu ou ailleurs, autant de jetons bénis. Du coup, encore une fois, je sais pas trop. Si à la table il y a un investigateur qui joue beaucoup de cartes avec un effet du style, s'il y a un investigateur autour de la table qui joue plusieurs cartes qui ont en tant que coût supplémentaire ajouté 2 jetons maudits, pacte faustien, connaissance profonde et je crois qu'il y a ça pour le moment, ces jetons maudits risquent d'être piochés. Symbole de foi permet de compenser. Alors, ça ne change rien au fait que potentiellement vous ou un autre investigateur a raté son test, mais il a plus de chances de réussir le test suivant. Voilà, je sais pas trop comment analyser la carte. Voilà, si vous regardez, il y a de longs textes. Le premier qui commence par « Je suis très surpris » et le deuxième « C'est très bizarre ». Bon, moi pour le moment, la carte ne m'inspire absolument pas.
Carte suivante, Gardez la foi. Un événement qui coûte 2, qui est rapide, à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Ajoutez 4 jetons bénis à la réserve du chaos. Voilà. Eh bien, pour 2 ressources, vous mettez 4 jetons bénis. Chaque jeton béni augmentera de 2 le modificateur d'un test de compétence plus tard. Alors si vous n'avez pas de chance, vous piocherez les 4 d'un coup, ça vous donnera un +8 qui servira à rien. Si vous avez de la chance, par exemple, vous piocherez un béni, puis un -4 et vous réussirez votre test. Plus tard, un béni et un -3 et vous réussirez votre test. Et plus tard, je sais pas moi, le truand piochera un béni et un -2 et ça lui permettra d'infliger 6 dégâts d'un coup avec son fusil à canoncier. Voilà. En tout cas, comme vous le voyez peut-être à la dernière ligne, la carte fait immédiatement penser à rituel de sanctification. Pour rappel, dans ce pack chez les gardiens, rituel de sanctification, un soutien qui coûte 0, qui occupe un emplacement d'arcane, scellé jusqu'à 4 jetons bénis. S'il n'y a pas de pion scellé sur le rituel de sanctification, défaussez-le. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu joue une carte, inclinez le rituel de sanctification et libérez un pion chaos scellé dessus. Réduisez de 2 le coût de cette carte. Donc si vous jouez William Yorick, qui est survivant biclassé gardien, il joue Garder la foi. Que je me trompe pas, ouais c'est ça. Il joue Garder la foi pour 2 ressources et aucune action. Il met les 4 jetons bénis dans le sac. Pour une action, il joue Rituel de sanctification. Deuxième action, il joue une carte, il a une réduction de 2. Ce qui correspond aux 2 payés pour Garder la foi. Et ensuite, les 3 rounds suivants, chaque fois que lui ou un autre investigateur joue une carte, il incline le rituel et il fait une réduction de 2. Ce qui pourra lui servir chaque fois qu'il jouera une carte depuis sa défausse. Voilà. Encore une fois, les jetons bénis, de ce que j'en ai vu pour le moment, moi ça m'intéresse pas de les piocher pour avoir leur modificateur, ça m'intéresse de les piocher pour des combos. Et pour le moment, la meilleure combo, ça reste rituel de sanctification. Donc cette carte-là, j'investis de ressources pour avoir plus tard 4 réductions de 2 ressources. Voilà. Ça vaut le coup, c'est pas génial, mais c'est intéressant. Carte suivante, prédestinée. Une compétence qui a pas d'icône. Trait chance et béni. Comme c'est chance, c'est pas jouable par Rex Murphy. Par contre, comme c'est béni, c'est jouable par Père Mathéo. Un maximum attribué par test de compétence. Vous avez le droit d'attribuer prédestiné à n'importe quel type de test. En cas d'échec, soit vous ajoutez 2 jetons, 2 pions bénis à la réserve du chaos, soit vous retirez 2 pions maudits de la réserve du chaos. Eh bien, vous attribuez un test que vous pensez rater, et si effectivement il est raté, vous mettez 2 jetons bénis qui augmentent vos chances de réussir des tests plus tard, ou vous retirez 2 jetons maudits qui augmentent vos risques de rater plus tard. Bien évidemment, ça s'ajoute à la combo partir perdant et garder courage. Grâce à partir perdant, vous assurez de rater le test, et en attribuant garder courage et prédestiné, vous allez, en plus de l'effet de partir perdant, vous allez piocher 2 cartes, gagner 2 ressources, et mettre 2 pions bénis ou retirer 2 pions maudits. Bon, par contre, moi je trouve les decks survivants, c'est bien ça d'avoir 2 copies de partir perdant et 2 copies de garder courage, mais arrive un moment, on veut aussi mettre des cartes compétences qui sont faites pour réussir les tests et pour avoir des bonus quand on réussit les tests. Tirer un avantage de ces échecs, plutôt des cartes qui vous donnent un bonus quand vous échouez, c'est bien jusqu'à un certain point. Voilà. Et à noter, cette carte-là, si on la met dans un deck, Silas, voilà, on pense rater un test, on l'attribue, on réussit le test, grâce à la réaction de Silas, on la reprend en main. Et si vous êtes dans une situation où le signe des anciens
ne vous permet pas de réussir le test, vous dites « J'attribue la copie de prédestiné qui est dans ma défausse. Comme le test est raté, je mets 2 jetons bénis dans le sac et je reprends prédestiné dans ma main. Et la prochaine fois que vous pensez rater un test, vous la réattribuez. » Alors, je crois qu'il y avait un commentaire sur l'attribuer à, voilà. Si vous avez totem macabre de niveau 3, vous pensez que vous allez rater le test, vous attribuez prédestiné, vous ajoutez une occurrence d'un icône, il n'y a pas d'icône, donc ça fait rien. Si le test échoue, vous la renvoyez dans votre main. Encore une fois, c'est bien parce que ça va vous permettre d'appliquer une fois supplémentaire l'effet de la carte, mais ça vous fait pas vraiment progresser dans le jeu. Moi, je fais un test, si je parle par exemple d'un deck Silas, ce que je veux faire avec les actions de Silas, c'est explorer, échapper à des ennemis et vaincre d'autres ennemis. Si j'ai pas à explorer, à combattre ou à échapper, j'en profite pour rejouer le harpon du changement et éventuellement gagner des ressources grâce à partir perdant et garder courage, mais c'est pas non plus il faut pas que ça me prenne trop d'emplacements qui pourraient servir à de bonnes cartes. Voilà. Voilà, dernière carte survivant. Bien-aimé, une compétence qui a un icône de volonté, un icône d'agilité et un icône libre. Trait inné et béni. Si un pion béni est révélé lors de ce test, vous avez le droit de retirer bien-aimé de la partie pour remplacer les effets de ce pion par l'effet suivant. Vous réussissez automatiquement. Ne révélez pas un autre pion, renvoyez ce pion dans la réserve du chaos après la fin de ce test. Ça rappelle un peu coup de chance, une compétence de niveau 2 avec un icône libre qui dit « à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez. Après avoir révélé les pions chaos pour ce test, vous avez le droit de bannir coup de chance. En ce cas, ce test est une réussite automatique, sauf si un pion échec automatique est révélé. » Moi, j'ai jamais joué coup de chance, de façon générale, j'ai jamais joué les cartes à bannir. J'aime pas avoir à dépenser de l'XP pour remettre dans mon deck des trucs qui y étaient déjà. Là, il s'agit de retirer la carte de la partie, pas de la bannir. Voilà, donc elle reste dans le deck pour le scénario suivant. Et je réfléchis rapidement, voilà, vous attribuez ça à un test que vous êtes... vous attribuez ça à un test pour réussir le test. Idéalement, la carte suffit à elle-même, mais si la carte ne suffit pas, j'ai du mal à m'en sortir dans la description de cette carte. Mettons, vous attribuez cette carte à un test. Si c'est réussi, c'est réussi. Si c'est raté, si vous piochez un jeton qui fait rater le test, c'est raté. Cette carte-là l'effet de la carte, en plus de ces icônes, va être intéressant si vous piochez un jeton béni, mais que l'ensemble des modificateurs, le +2 du jeton béni et les autres jetons, vous font quand même échouer. Par exemple, vous piochez un jeton béni, si vous piochez un jeton béni, que ça soit le premier jeton que vous avez pioché ou le deuxième, troisième ou plus, vous pouvez dire voilà, au lieu de considérer ça comme un +2, de le retirer du sac du chaos et de piocher un autre jeton, j'utilise l'effet de bien-aimé. Le test est réussi automatiquement, je ne révèle pas d'autres pions, je remets le jeton béni dans la réserve du chaos, et le test est réussi automatiquement. Et cette compétence est retirée de la partie. Par contre, tous les autres pions ont leur effet qui est résolu, tel que je le lis. Si vous jouez, mettons, plutôt en difficulté élevée, en expert, dans certains scénarios du cercle brisé, je crois que le crâne dit, mettons -2, défausser autant de cartes du dessus du deck de rencontre que la difficulté du test.
même si le test est réussi automatiquement, il n'y a que le pion béni que vous ne résolvez pas normalement. Donc ça peut quand même être un test qui a des conséquences négatives. Par contre, le fait de résoudre les autres pions peut avoir un intérêt. C'est dans le cas où vous auriez pioché un ou plusieurs pions maudits. Imaginons, vous avez pas de chance, vous faites votre test, vous piochez un premier pion, maudit. -2, vous en piochez un autre. Vous brassez, vous mélangez les pions, vous piochez un autre pion, c'est encore un jeton, c'est encore un pion maudit. Vous en êtes déjà à -4, vos chances de réussite sont quasi nulles. Et là, vous piochez un pion béni. Et ben vous dites, comme je viens de piocher un pion béni, c'est réussi automatiquement. Mais les 2 pions maudits ont été résolus, donc ils ont été retirés du sac, alors que le pion béni est renvoyé dans le sac. Du coup, le bilan au niveau du sac KO, c'est que vous avez retiré 2 jetons maudits, et c'est tout, et vous avez quand même réussi votre test. Par contre, tel que c'est formulé, il faut appliquer l'effet au moment où le jeton béni est révélé. Si ça se trouve, le pion suivant, ça aurait été un signe des anciens et vous n'auriez pas eu besoin d'une réussite automatique et vous auriez eu un effet très intéressant. Ça, vous pouvez pas le savoir. Voilà, et bien évidemment, ça se combine bien avec la carte précédente, prédestinée, vu qu'elle va vous permettre de mettre des jetons bénis, et donc d'augmenter vos chances de réussite automatique avec bien-aimé. Mettons que vous jouez cette carte dans une campagne autre que la conspiration d'Innsmouth. Ah oui, parce que dans la conspiration d'Innsmouth, j'ai entendu dans une vidéo, je sais plus laquelle, quand vous commencez la campagne, il y a 20 pions du chaos dans le sac. C'est beaucoup. Mais dans une autre campagne, on est plutôt à 15. Imaginons que vous avez joué une campagne qui a 15 jetons dans le sac du chaos. Vous avez réussi à mettre 10 jetons bénis. Je sais pas, vous avez enchaîné garder la foi pour en mettre 4, encore garder la foi pour en mettre 4. Vous êtes débrouillé pour rester un test auquel vous avez attribué prédestiné. Au passage, l'effet de partir perdant et garder courage, ça vous file les 4 ressources nécessaires pour 2 copies de garder la foi. Il y a maintenant 10 jetons bénis dans le sac du chaos. Vous faites un test important. Que je retrouve. Voilà, vous faites un test important. Je sais pas, imaginons. C'est Mintifan. Elle doit trouver 3 indices d'un coup, elle a déduction de niveau 2. Et ben, elle attribue bien-aimé. Sur les 25 jetons qu'elle peut piocher au premier tirage, il y a 10 jetons bénis. Donc elle a 10 chances sur 25. Ça fait 40%. Elle a 40% de chance de piocher un jeton, de dire « Ah, c'est un jeton béni, je cherche pas plus loin. » Réussite automatique. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais dit ? Ah oui. Bien évidemment, comme chaque fois qu'il est question de révéler plusieurs pions, alors déjà oui, première chose, c'est une carte bénie, ça peut être joué par Père Mathéo. Père Mathéo, quand il pioche un signe des anciens, c'est une réussite automatique. Cette compétence-là peut aussi, dans certaines conditions, être une réussite automatique. Père Mathéo joue fréquemment Olive McBride, elle permet de piocher plusieurs jetons. Et ben voilà, vous devriez piocher un jeton. Vous dites, j'en pioche 3, j'en choisis 1. J'en pioche 3 au lieu d'1 et j'en résous 2. Vous en piochez 3. Parmi les 3, il y a un pion béni. Vous dites, voilà, pion béni. C'est une réussite automatique.
Alors à noter quand même, c'est important, l'échec automatique prend le pas sur la réussite automatique. Donc si vous vous retrouvez avec, évidemment vous le faites pas, mais si parmi les 3 jetons vous avez le jeton béni, l'échec automatique et un 3e jeton, et ben bien sûr vous choisissez le pion béni et le pion non échec automatique, vous dites voilà, réussite automatique. Et encore une fois, comme il est question de de piocher plusieurs jetons et de choisir ce qui intéresse, on peut penser à Jacqueline Fine si elle est autour de la table, vu que sa capacité marche sur tous les investigateurs. Allez, le résumé. Silas Marsh, je l'ai joué, c'est très sympathique. Il est très efficace. Moi j'aime bien les investigateurs qui jouent beaucoup de compétences, qui ont cette espèce d'idée, allez je mets le paquet à chaque test, et je fais je fais un peu de l'esbrouf. Donc j'ai un test à faire, je fais mon test je fais mon test, je me mets à 4 au-dessus de la difficulté, voire même je me mets à 6 au-dessus de la difficulté, comme ça, quoi qu'il arrive, à part l'échec automatique bien sûr, je résous l'effet d'opportuniste, je résous l'effet de présence d'esprit, je fais un 2e test, encore une fois, je mets plein de compétences, c'était une attaque faite avec le harpon, je renvoie le harpon dans ma main, 3e action, je peux réattribuer les compétences attribuées au 2e test, j'attaque au coup près, j'inflige 2 dégâts, je me soigne, fin de mon tour, je soigne Peter Sylvestre, éventuellement j'ai gagné une action grâce à présence d'esprit, soit je rejoue le harpon en prévision du prochain combat, soit je fais une enquête à difficulté augmentée, j'attribue garder courage pour avoir plein de ressources, pour rejouer le harpon, ou en prévision de quand je piocherai ma faiblesse perso. Très intéressant. Moi jusqu'à présent je l'ai toujours joué en combattant pur, et quand je le jouerai dans le renouveau de la civilisation oubliée, je verrai ce qui vaut pour faire du combat et de l'évasion. Au passage, voilà, alors, je sais pas si vous connaissez, mais le blog du Comboteur Fou, qui est tenu notamment par Razoupaf, un blog essentiellement sur le jeu solo, voilà des articles, si je regarde rapidement, Nemo's War, Hostage Negotiator, Pro Police, je crois que ça s'appelle, D-Day Dice, et si on remonte un petit peu, alors ça date, mais voilà, c'est ici, Horreur à Arkham, la civilisation oubliée, partie 1. Donc lui il écrit, il fait pas d'audio, il fait pas de vidéo, il fait du texte, voilà. La civilisation oubliée, c'était en mars 2019. Une contrée sauvage, il joue en sol trio, et il y avait Silas Marsh. Et si on regarde, alors c'est un deck qui date un peu, voilà. Enfin, c'est un deck qui date un peu dans le sens où il y a de nouvelles cartes qui sont sorties depuis. Et à l'époque, c'était le Silas Marsh du livre. Voilà, le deck qu'il avait. En tout cas, si vous voulez pour une fois lire des parties, voilà, le détail de ce qu'il fait, il y a le détail minutieux. Voilà, Roland, il fait ça en première action, 2e action, 3e action, et vous avez toute la partie. Voilà. Bref, Silas Marsh, donc un investigateur que j'aime beaucoup. Et sur le forum non officiel, comment il s'appelle, Indiana Jokes, alias Merlin, enfin Merlin alias Indiana Jokes plutôt, parle de cet investigateur et de sa puissance, y compris en mode expert. Les cartes survivants. Symbole de foi, ouais, je sais pas trop. Il y a des pions échecs automatiques et ou maudits qui sont révélés lors d'un test, on met autant de pions bénis. Ouais.
encore une fois, les pions bénis, faudra voir ce qu'on voudra en faire. Pour le moment, j'attends avant de jouer cette carte. Garder la foi, on met des pions bénis dans la réserve du chaos. J'attends de voir ce que je pourrais en faire. À part jouer rituel de sanctification. Prédestiné, prédestiné, même remarque, et bien aimé, un peu même remarque, hein. Alors, bien aimé, par contre, si vous pouvez jouer un deck qui pioche beaucoup de jetons. Ah tiens, j'ai oublié de dire un truc, pour bien aimé, ça marche avec envers et contre tout. Envers et contre tout, vous êtes à 1, 2, voire 3 en dessous de la difficulté du test. Vous piochez 1, 2 ou 3 pions supplémentaires. Vous augmentez vos chances de piocher un pion béni. Si vous piochez un pion béni, vous cherchez pas plus loin, vous dites voilà, c'est réussi automatiquement. Mais bon, ça fait quand même... ça nécessite d'avoir des pions bénis, il faut piocher un pion béni au bon moment. Encore une fois, j'attendrai la fin du cycle pour le jouer. Et donc la conclusion, c'est que les 4 cartes survivantes, elles resteront dans ma boîte pour les prochains mois, alors que Silas, il sera sur ma table quand je reprendrai les parties en janvier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bientôt la dernière pour la carte neutre et les 3 cartes faiblesse. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.